Grand merci à vous tous qui nous suivez. Bienvenue à ce nouveau numéro où nous recevons pour vous M. Inza Omari qui est déjà avec nous. M. Inza Omari, bonjour. Bonjour, merci. Oui, nous sommes en ligne avec vous en direct, bien sûr, pour le compte de cette émission Éveil National. Il y a eu un accord de principe signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'était en Washington. Aujourd'hui, il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour relever les déficits ou les faiblesses de cet accord. Quelle est votre analyse que vous faites par rapport à la signature de cet accord? Bien sûr, c'est pour la paix dans la partie Est. Et quelles sont les faiblesses que vous avez relevées dans cet accord signé entre la RDC et le Rwanda? Bon, écoutez, d'abord, merci beaucoup de m'offrir votre plateau, pour que nous puissions tailler bavette avec l'ensemble de notre peuple. J'ai suivi, non seulement j'étais la première personne à évoquer les faiblesses de cette déclaration de principe que vous appelez, vous-même vous appelez accord de principe, mais en relation internationale, c'est un accord simplifié. Où on peut appeler en d'autres termes, dans les termes techniques, accord minimum. Parce que après avoir négocié pratiquement par le président Chilombo, les ministres des Affaires étrangères, donc le gouvernement a conclu cette phase de négociation en produisant un accord. Cet accord est principalement illégal parce que ça suivit ce qu'on appelle les régimes d'information, c'est-à-dire après la conclusion qui a été faite aux États-Unis par les deux gouvernements. En principe, Vital Kamerhe, qui est président du Parlement, demandera au gouvernement qu'on lui transmette cet accord pour voir la conformité, si cet accord effectivement est conforme à la Constitution. Mais écoutez, vous avez suivi Herman Cohen qui a dit que non, mais finalement, le Kivu est déjà parti d'après en fait, la vision du secrétariat, du secrétariat d'État américain. Les Kivu ne nous appartient plus. Moi, ça m'a scandalisé. J'ai suivi aussi le président de la République dans ses speeches, il dit que non, c'est une initiative des autres. C'est ce qui me tique. Quand le président de la République dit que non, c'est une initiative des autres. Donc c'est comme si lui qui a négocié cet accord, en fait, ce n'est pas son initiative. Et il voulait dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait insinuer en disant que ce n'est pas une initiative, alors que déjà, dès le départ, il se pose un problème parce que, au fait, on cherche un bouc émissariat dans cette affaire. Ça m'inquiète. Les propos du président m'inquiètent. Et c'est ce qui va faire à ce que ça va me donner plusieurs lésions. J'ai maintenant en train de produire plusieurs hypothèses quant à ça. Donc, en fait, effectivement, l'accord, ce fameux accord a beaucoup de faiblesses. En fait, de faiblesses. D'abord, en ma qualité, je ne sais pas si vous m'avez appelé comme qui, si vous m'avez appelé comme PPRD, si vous m'avez appelé comme doyen de la communication du FCC, comme personnalité politique, comme scientifique, donc en fait expert sur la question des relations internationales. Si c'est comme expert, moi je pense que non, cet accord devrait venir après. On devait d'abord chercher un accord de paix et de stabilité. C'est-à-dire les États-Unis, dans sa médiation, devaient commencer par, et même notre gouvernement devait se soucier plus dans la confection d'un accord de paix et de stabilité
avant de venir à l'accord de principe. Donc qui est un accord minimum. L'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ou entre les dignes fils du pays. Non, l'accord de paix devait s'installer d'abord entre la République, en fait, d'abord, parce que non, l'accord de paix, ça devait être l'initiative du président, au fait, d'abord au niveau interne, parce que le président aussi doit faire un effort au niveau interne, de faire un accord, c'est-à-dire de dialoguer avec les acteurs au niveau interne. Mais moi, quand je parle de l'accord de paix, ça devait commencer par le Rwanda et la République démocratique du Congo. Parce que, vous savez, c'est pas par baguette magique qu'on doit vite, sans la justice transitionnelle, sans réparation, et puis directement, tout devient anormal. Et c'est ce qui inquiète aujourd'hui. Et nous pensons, certains chercheurs pensent que non, il y a eu retour des anciennes amitiés qui avait à son temps entre l'IDPS et M23 ou l'IDPS et Kagame. Donc, où le président Tshilombo et M. Kagame. Donc, en fait, on essaie un peu de spéculer par rapport à ça parce qu'on ne voit pas clair comment on va passer aux accords commerciaux sans qu'on essaie de cimenter ce qui peut nous amener au fait, vous savez, la paix est primordiale pour le développement. On ne peut pas aller au développement sans au fait, mettre les piliers de la paix. Il y a une exigence, même en matière d'investissement. Vous voulez appeler les investisseurs aujourd'hui de venir exploiter nos minéraux pour que nous puissions gagner win-win, comme ça a été dit par, au fait, d'abord au début par M. Tshilombo au travers M. Bisselele à l'époque. Et win-win aujourd'hui, quand vous voyez les prérequis de M. Boulos, qui est secrétaire d'État américain, a commencé par les mêmes paroles de Bisselele. Je crois que vous n'avez pas beaucoup compris. Donc, en fait, on devait commencer par un accord de paix. L'accord de paix devait être installé et puis la déclaration de principe devait suivre pour essayer de garantir de manière à ce qu'il n'y ait plus ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, en fait, ça c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que ça nous dit que du fait que non, Rwanda aujourd'hui est devenu encore partenaire privilégié et nécessaire pour le président Tshilombo. Parce qu'il revient comme si alors il était un pays agresseur, il n'a aucune sanction, aucune réparation, cette justice. Mais le Rwanda revient subitement pour qu'ils viennent exploiter nos ressources ensemble avec nous. Nous revenons à la formule de Sarkozy qui avait dit que la RDC est tellement riche, il doit partager ses richesses avec les voisins. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Ce langage-là a été produit en 2009, mais aujourd'hui nous sommes en train de vivre. D'ailleurs, quand vous observez bien, vous avez vu la figure dans cette signature, vous avez vu la figure de Obasanjo. Donc il était présent à la signature de cet accord. Mais il est venu faire quoi, Obasanjo? Mais c'est Obasanjo, vous le connaissez. Obasanjo est de nature pro-rwandais. Rappelez-vous, il a pris le pouvoir en 1999 par un coup d'État. Et en 2000, vous avez connu des problèmes. Il a connu des problèmes dans le delta du Niger, ce que vous avez connu, avec les mêmes groupes mercenaires qui va venir, qui a signé les accords, qui va venir bientôt au Congo. Et il faut faire attention. Prenez cette image. Moi, quand j'ai vu Obasanjo, rappelez-vous que non, Obasanjo
était notre médiateur. C'est lui qui a facilité à ce que l'accord du 23 mars 2009 soit signé. Est-ce que tu as une idée sur ça? Oui, nous avons une idée, oui. Bon, dis-moi, quel était l'apport de Obasanjo dans cette affaire? J'appelle, moi, la présence de Obasanjo, je me suis dit que non, il y a un véritable deal ici. Parce que le général Obasanjo, qui était un ancien chef d'état-major général, écoutez, il a fait ses coups d'état avec l'initiative des Américains. En 1999. OK? OK, oui. Mais apparemment, c'est comme si nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de scientifiques. Voilà pourquoi je recommande tout de suite que le président constitue un comité scientifique de défense. Il instaure un comité scientifique de défense. Il essaie d'appeler les universitaires pour chercher les universitaires à se pencher sur beaucoup de questions. Je pourrais aussi appeler rapidement le président Kamel de faire la même chose. Un groupe d'experts au niveau de l'Assemblée nationale où ils vont aller au-delà pour étudier les questions. Pourquoi? Parce que apparemment, les soucis, en voyant ce qui se passe, les soucis du président, c'est de préserver. Quand vous regardez, c'est de préserver sa vie, sa survie politique, et non la survie du pays, et non l'intérêt général. Son problème, c'est de terminer le mandat. Il peut brader les pays, il peut brader la souveraineté, il peut brader nos richesses, mais à condition qu'il reste au pouvoir. Mais alors que dans cette déclaration de principe, il y a beaucoup de pièges. Regardez, premier principe, on dit respect de tout. Mais ce n'est pas nous qui attaquons les Rwandais, c'est les Rwandais. Le respect de l'intégrité on devait dire de la République démocratique du Congo. Est-ce que madame qui est allée négocier ça, madame, au fait, madame qui a travaillé au Rwanda, parce que cette madame, elle a travaillé au Rwanda, à la GIZ, au fait, une agence de renseignement allemande. Est-ce que vous connaissez ça? Oui, nous connaissons qu'elle a travaillé au Rwanda. Mais est-ce que... Oui, mais... Est-ce qu'on peut dire que... Elle a travaillé au Rwanda. Elle vient pendant beaucoup d'années. Hein? Elle est une femme. Mais il faut avoir sa fiche, il faut avoir sa fiche signalétique. Il faut même se poser des questions intellectuellement. Elle travaille pour qui? L'intellectuel doute. Nous avons ce que nous avons appelé doute méthodique. Ouais, la doute méthodique, ça ne peut pas marquer quand on est intellectuel. Mais je dis pourquoi aujourd'hui, c'est elle qui a signé le 14 septembre au fait, à Luanda. Il a dit il faut que la République démocratique du Congo neutralise les FDLR. Alors que nous disons que nous n'avons pas les FDLR. Mais elle a signé même un accord sur ça, un engagement. À un certain moment, l'union dans le travail, l'union sacrée, voulait même s'énerver, tout ça pour les chasser. Directement aujourd'hui, cette dame revient encore pour signer la déclaration de principe qui nous causait beaucoup de problèmes. Est-ce que vous pensez qu'elle est en train d'induire le chef de l'État en erreur et toute la République? Mais pour moi, pour tous les experts en relations internationales, tu as vu comment la presse américaine l'a qualifié. La presse américaine l'a qualifié parce qu'apparemment, elle ne maîtrise pas les questions de relations internationales. Elle a signé, regardez les 5e principes. On dit retour sûr des réfugiés, oui, et des
déplacés de guerre. Est-ce que les États déplacés de guerre, c'est une affaire de l'État, des États ou des Rwandais. Les déplacés de guerre, c'est une affaire interne du gouvernement congolais. Ça n'a rien à voir avec les Rwandais. Parce que les déplacés signifie qu'il y a une différence dans les droits internationaux humanitaires entre un réfugié et un déplacé. Un déplacé, c'est l'affaire du gouvernement. Un réfugié, c'est l'affaire des organismes et des États. Mais les déplacés, ils se déplacent d'un point A à un point B, même dans les mêmes pays. C'est-à-dire, c'est une affaire, nous avons 4 millions. Déjà, c'est ce que le gouvernement nous a dit, nous avons 4 millions de déplacés. Bon, s'il faut ajouter encore d'autres millions de réfugiés, le gouvernement risque d'être saturé. Mais c'est pourquoi le Rwanda tient à tout prix à cette affaire des déplacés. Pourquoi cette femme-là n'a pas vu cette incise-là? C'est un piège. Pourquoi elle n'a pas dit que non, ça c'est une question de souveraineté, on ne peut pas parler, en fait, laisser, parce qu'il y a un principe là, dans les 6 principes, il y a aussi un principe où on parle de non-agression, non-ingérence dans les affaires internes d'un État, des États. Je crois que ça doit être le deuxième principe, si j'ai une bonne mémoire. Et pourquoi cette femme a laissé passer des incises pareilles? Ce sont des pièges. C'est-à-dire, pour les Rwandais, ils parlent en fait, des peuples en fait, d'origine rwandaise. C'est ça. C'est une question qui ne peut pas être tranchée au niveau de l'accord bilatéral. C'est une question qui concerne la souveraineté, qui concerne les affaires internes d'un pays. Mais cette femme, elle est ministre des Affaires étrangères. Mais elle laisse passer une incise pareille. Vous trouvez ça normal? Elle joue pour qui? C'est la question qu'il faut se poser tous. Elle est en train de jouer pour qui? Monsieur Inda Omar, il y a cette question qu'on voulait un peu vous poser. C'est presque toute la communauté qui se pose cette question-là. Est-ce que ces textes étaient lus au préalable par l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères rwandais et notre représentante, ou ces textes a été déjà conçu et imposé aux deux délégations? Puisque quand on voit le point que vous relevez là, il y a des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'ils ont eu le temps de lire ces textes, ou c'était déjà rédigé dans un laboratoire qu'on ne maîtrise pas et directement on les a imposé la signature? Non, mais il faut poser cette question au président Chilombo, qui a l'apanage de la négociation proprement dite. Parce que quand vous lisez la Constitution, son article 213, il dit que le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. L'accord a été négocié. Cet accord-là a été négocié par le président Chilombo au Qatar. C'est lui, le ministre des Affaires étrangères ou le gouvernement vient en second lieu. Il vient en second lieu. C'est-à-dire, il vient uniquement pour la conclusion. Il vient pour signer. Mais la négociation a été faite déjà. Si on avait imposé cet accord-là, on avait posé au président Chilombo. Donc les Américains, parce que bon, vous savez, les Qatar, c'est les Amériques. Les Qatar, quand vous regardez l'origine, ce sont on peut dire les Qatar et les Japon, ce sont les Qatar, les Qatariens, les Japonais, la Corée du Sud, ce sont les Américains. Rien ne peut se faire dans ces pays, dans ces États-là, sans la longue main des États-Unis. On ne vous trompe pas. Donc, tout ce qui s'est passé là, en fait, si on avait imposé au président, parce que apparemment, le président cherche sa survie politique et non pas la survie de l'ensemble de notre peuple. Quand on regarde, donc s'il y avait une imposition, donc l'imposition de cet accord-là est passée par le président de la République. Si la dame, ministre des Affaires étrangères et les autres qui l'appuient dans la négociation proprement dite, c'est-à-dire que non, tout le monde a été floué, mais l'accord
a été fait. Cette négociation a eu lieu en présence du président de la République, parce qu'on a vu la médiation qatarienne. À côté de la médiation, il y avait le président rwandais et le président congolais. Nous avons tous vu à Doha. Donc l'imposition, si l'imposition a eu lieu à la phase de la négociation proprement dit, parce qu'il y a 4 phases de la négociation. Nous avons la négociation proprement dite, qui est l'apanage du président de la République. Deuxième phase, c'est la conclusion qui est de l'apanage du gouvernement, c'est-à-dire la signature et les engagements. Troisième phase, c'est la conformité. Il faut que ce texte-là va passer au Parlement pour voir si effectivement le texte-là est conforme à la Constitution. Et la quatrième phase, c'est la ratification. La ratification, c'est-à-dire après le Parlement, les documents passent pour être visés et publiés au journal officiel. C'est-à-dire on doit ratifier l'accord. Et l'accord est ratifié et le président publie ça officiellement. Donc à cette phase ici, à la phase, c'est-à-dire que non, il y a le président lui-même et le gouvernement vient de conclure cet accord. Donc s'il y avait une imposition, ça a eu lieu à la phase de la négociation proprement dit. Donc le président de la République lui-même, il avait vu ça. Et il avait accordé, il avait donné maintenant l'autorisation au ministre d'aller signer, d'aller prendre les engagements. C'est ça, c'est ce qui se passe au niveau des relations internationales. Mais est-ce que aujourd'hui, le président commence à parler que non, ce n'est pas mon initiative, c'est l'initiative des États-Unis, c'est l'initiative des autres. Donc, au fait, il veut tout simplement se disculper. C'est lui qui est dans l'initiative, qui est dans les processus. Donc il ne faut pas s'exclure. Monsieur India Omari, est-ce qu'aujourd'hui on peut corriger ces erreurs-là, puisque vous êtes expert en relations internationales? Est-ce que ces erreurs-là peuvent être corrigées pour éviter, puisqu'on doit aussi voir l'avenir? Si ces erreurs-là restaient là, peut-être que l'avenir de la RDC pourrait être hypothéqué. Est-ce qu'on peut revenir pour corriger ces erreurs-là? On a déjà, en voyant ce qui se passe, on a déjà hypothéqué les pays, on a bradé pratiquement, je vous ai dit, on a bradé notre souveraineté, on a bradé nos richesses. Et ici, comme je l'ai dit dans d'autres, en fait, dans une presse du pouvoir, j'ai dit ceci, je suis en train de responsabiliser mon aîné Kamere. Là où on va corriger, c'est au niveau du Parlement. Il faut que le Parlement devienne un peu rigoureux. Parce que c'est ça, là, en fait, là où on peut sauver le pays, c'est au niveau de la ratification. C'est-à-dire, il faut que le Parlement, donc le président Kamere, cette fois-ci, doit faire appel, c'est-à-dire on doit appeler le ministre à la plénière avec ces documents. Et les députés doivent, dans une séance, les députés doivent être rigoureux pour regarder ces documents. Enfin, que cette ratification ne passe pas. Il faut bloquer ces documents. Il faut corriger ces documents. Et d'ailleurs, c'est ici où je vais demander aux députés qu'ils fassent un préalable. Avant qu'il y ait cet accord, qu'on appelle l'accord minimum, il faut qu'on fasse un autre accord qu'on appelle l'accord de paix, qui va sauver. Parce qu'apparemment, cet accord sert à quoi? À un individu. Cette déclaration sert à un individu pour le garder au pouvoir et de brader pratiquement toute une nation. Et c'est ce que nous refusons. Comme expert, je parle de la blague, cette blague, il faut que le Parlement soit rigoureux. Est-ce que ce Parlement ici peut être capable de contredire le président de la République? C'est ça le problème. C'est ça mon inquiétude. Vous ne faites pas confiance le Parlement a les atouts pour contredire la volonté du président de la République. Vous ne faites pas confiance à ces élus. Pardon?
Vous ne faites pas confiance aux élus qui sont là. Non, vous savez comment ils sont là-dedans. Comment ils sont là-dedans. Je peux faire confiance au président de l'Assemblée nationale, Vital, et c'est comme ça que je demande à Vital Kamerhe d'être recouru. Parce qu'il est l'enfant du Kivu. Il doit savoir aujourd'hui si les Kivu partent, si les Kivu, en fait, c'est lui. Parce que qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande toute initiative que nous devons prendre pour le parc de Virunga, par exemple, ou le parc de Kahuzi-Biega, nous devons le faire ensemble avec les Rwandais. C'est-à-dire, les gains, les bénéfices doivent être partagés. Nos rivières, par exemple, les gisements gaziers, les gisements pétroliers, les puits pétrolifères, bloc 5, doivent être partagés avec les Rwandais. Mais si on regarde, il y aura plus de production. En fait, je peux dire, les Rwandais vont avoir les royalties, donc les redevances. Les Rwandais vont avoir un peu d'argent en matière douanière. Les Rwandais vont avoir des taxes. Les Rwandais vont avoir beaucoup de choses. Et il y aura beaucoup d'emplois qui seront créés au Rwanda qu'en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tu peux t'imaginer, avant qu'on signe cette déclaration de principe, les États-Unis ont signé un accord d'exploitation minière avec les Rwandais. Ça veut dire quoi? Alors que le président Chilombo était en train de négocier pour que les États-Unis signent un accord avec un accord minier avec les États-Unis, avec la RDC. Mais les États-Unis ont refusé de signer cet accord avec la RDC, mais ils préfèrent signer cet accord avec les Rwandais. Donc les États-Unis qui étaient jadis l'auteur intellectuel de cette guerre pendant 30 ans, il avait sous-traité les Rwandais. Aujourd'hui, il réapparaît sous une autre forme pour venir sauver les Rwandais. Parce que les Rwandais, économiquement, étaient asphyxiés par les sanctions de l'Union européenne, de la communauté internationale, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est les États-Unis qui viennent de sauver les Rwandais. Avec cet accord de principe, regardez comment les choses sont en train de se passer. Mais nous, par exemple, nous nous sommes battus quand le président Kabila était là, on a même sanctionné l'Ouganda. L'Ouganda a même payé l'argent qu'on est en train de jouer des Génocostes avec les fameux Génocostes. Mais c'était l'argent qui a été pour la réparation de ce que l'Ouganda avait fait à Kisangani. Mais pourquoi aujourd'hui on doit exempter les Rwandais de réparer l'agression? Parce que maintenant, depuis qu'on a signé, est-ce que vous savez que non, depuis qu'on a signé l'accord de principe, la RDC ne peut plus appeler les Rwandais comme pays agresseur? Est-ce que vous savez ça? Donc aujourd'hui, la RDC ne peut plus appeler le Rwanda comme pays agresseur. Oui. C'est-à-dire, on ne peut plus, sur le plan de la diplomatie, on ne peut plus appeler le Rwanda pays agresseur. Ah bon? On ne peut plus. Puisque maintenant, on est en partenariat. On nous demande d'atténuer nos langages, c'est-à-dire de nous conformer à la diplomatie. C'est-à-dire on ne peut plus parler de ça. Parce que nous sommes déjà engagés. Et on ne peut plus... On vous a dit, quand vous lisez les accords de principe, on vous dit même que non, évitez l'escalade verbale. L'escalade verbale, ça signifie quoi? C'est de léser l'autre. En lésant l'autre, on vous interdit maintenant de ne plus parler des choses qui peuvent léser l'autre. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà en coopération depuis qu'on a signé, nous sommes supposés être en coopération avec les Rwandais. Donc notre langage ne peut plus être langage d'attente, langage en termes de violence. Regardez comment on a disculpé les Rwandais de l'agression. Et qui a fait ça? C'est notre autorité. Qui a fait ça? C'est le gouvernement, notre gouvernement. Alors, vous trouvez ça normal? En diplomatie, c'est un accord non. C'est vraiment un accord non. C'est non-sens en diplomatie. Ce qui vient de se passer.
le chef de l'État est attendu, il y a le département américain qui a annoncé cela. Félix Tshisekedi est attendu le 2 mai à Washington pour signer cet accord-là d'exploitation des minéraux avec les États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lui demander de ne pas aller aux États-Unis pour signer cet accord-là, de corriger d'abord les erreurs de cet accord de principe pour éviter, pour ne pas sombrer à l'avenir? Bon, écoutez, moi ce n'est pas le président qui signe un accord. Le président ratifie un accord. Ce n'est pas le président qui va aller signer. S'il est appelé aux États-Unis pour aller signer un accord, donc ça devient compliqué. C'est le gouvernement qui signe, qui conclut. Parce que là, un président peut partir. Les mécanismes des relations internationales avaient déjà prédit ça. Quand vous lisez la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, avait déjà prédit ça. C'est le gouvernement. Pourquoi? C'est le gouvernement qui prend l'engagement. S'il est appelé dans le cas de deal, bon, pas mieux, mais je conseillerais au président qu'il donne d'abord, qu'on mette cet accord, comme c'est un régime d'information, qu'on mette cet accord au niveau du Parlement, parce que le Parlement va parler au nom du peuple, indirectement au nom du peuple. Qu'on laisse la possibilité à nos députés d'essayer de faire le toilettage de cet accord. Qu'on nous dit les tenants et les aboutissants de cet accord. Mais s'il va encore aller paraffer ou maintenant, on l'appelle pour aller ratifier. Mais on ne peut pas ratifier un document sur base, en fait, sans que ce document-là passe au Parlement. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Mais pourquoi on a commencé à signer l'accord d'exploitation avec les Rwandais? Et celui qui a signé l'accord d'exploitation avec les États-Unis, c'est le ministre des Affaires étrangères. Mais pourquoi on veut aujourd'hui aller mettre, aller piéger notre président d'aller signer un accord aux États-Unis le 2 mai? Et c'est compliqué sans que le Parlement ait de la matière. Donc, écoutez, moi je ne comprends pas, parce que comme je n'ai pas suivi ça, je ne peux pas commencer directement à analyser. Si vous avez un document, apportez-moi, envoyez-les-moi. Comme ça, je vais commencer à lire et déceler ce qu'il y a décelé comme faute. Alors, il nous reste encore 2 petites questions qu'on doit vous poser. Aujourd'hui, il y a Corneille Nangaa qui a fait un point de presse. Il a fait une déclaration politique. Je vous pose quand même cette question-là en tant qu'acteur politique de la République démocratique du Congo. Vous devez quand même donner un point de vue. Cette question sur base de quoi? En tant qu'un acteur politique de la République démocratique du Congo. Non, moi je ne suis pas adepte de Nangaa. En fait, je n'ai jamais fait. En fait, je suis dans un parti politique, respectueux des textes de la Constitution et respectueux de la Constitution. Moi, je pense que non, il faut poser aux membres du pouvoir la question. Parce que ce sont eux qui... Nangaa vient de signer un accord, ce qu'on appelle, on même parlé de communiqué conjoint avec. Ils sont maintenant ensemble. Ils sont ensemble, n'est-ce pas? Dans le gouvernement, il y a un message, un communiqué qui a été transmis à la RTNC. Donc, aujourd'hui, AFC M23 n'est plus appelé panthère supplétif. On commence, le gouvernement aujourd'hui, le pouvoir appelle la coalition. Donc, ils sont en coalition. Laissez-les. Laissez-les, ils sont en coalition. Moi, pour nous, résistants du PPRD ou du FCC, nous, on ne les connaît pas. On ne reconnaît pas leur coalition là qu'ils appellent coalition. Non, nous on défend les pays. On ne défend pas les individus, on défend les pays. Donc pour vous aujourd'hui, le gouvernement est en coalition ou en partenariat avec le M23. Mais ils ont dit ça. Cher ami, vous êtes journaliste, vous avez suivi à 20h. Dans la grande édition, le gouvernement a fait passer, regardez dans le site de la présidence de la République,
les porte-parole, la porte-parole du président a dit, il y a un message. Tu tombes sur ce site, à la RTNC. La RTNC a diffusé les communiqués du 1-23. Chers amis, il faut nous laisser à distance. Aujourd'hui, vous savez, les choses sont en train la vérité finit par triompher. Nous, on vous disait dans les temps que non, attention avec ces gens ici. Attention avec ces gens ici. Vous n'avez pas appris que non, le gouvernement a lu les communiqués du 1-23. Si, on sait qu'il y a eu cet accord-là, oui. Voilà, alors comme il y a un accord, vous voulez qu'on parle de quoi? C'est le gouvernement qui a utilisé maintenant le terme coalition. Est-ce que le terme coalition est utilisé par moi? Alors, je chute avec cette question, M. Inda Omari. Les journalistes, excusez d'abord. Oui. Est-ce que le terme coalition, les narratifs actuels utilisés par le gouvernement, coalition, est-ce que c'est un terme que moi j'ai inventé? Vous n'avez pas inventé, vous avez seulement, vous n'avez rien inventé. C'est le gouvernement qui a utilisé ce terme, n'est-ce pas? C'est narratif. Alors, donc ils sont en coalition, ils parlent de la coalition. Maintenant, attaque. Vous qui avez appris les français, plus que nous, parce que nous, on a fait les sciences sociales, politiques, administratives. Coalition signifie quoi? Kabangé, le 1-23 FC, c'était Joseph Kabila Kabangé. Il y a eu signature de cet accord. Est-ce que vous qui êtes du PPRD, vous pouvez nous confirmer aujourd'hui qu'il y a eu réconciliation entre Joseph Kabila Kabangé et Félix Tshisekedi, ou c'est en vue? Moi, ces histoires-là, mon cher ami, on nous a suspendus. Il nous reste pas 3 ou 4 jours. On a suspendu le PPRD arbitrairement. La suspension est de 15 jours. Quand nous allons rentrer à la phase de... on va rentrer dans les activités, vous poserez la question à qui des droits, soit à M. Emmanuel Ramazani Shadari ou soit à Obé Minakou. Et nous, on viendra. Ici, je parle comme personnalité, je parle comme FCC, doyen de la communication du FCC peut-être. Moi, ce qui est compliqué dans ce genre de syllogismes ou ce genre d'invention où aujourd'hui la vérité a tranché. On sait qui est qui. On sait maintenant qui est qui. Est-ce que vous avez vu Kabila là-bas, à Doha? Est-ce que vous avez vu la signature de Kabila? Est-ce que la RTNC, quand il a fait ce communiqué, il y a eu une signature de Kabila? Où on a même écrit par ordre, où on a signé par ordre de Kabila? Donc, au fait, attention avec la politique de bouc émissaria, la politique des mensonges. Nos amis là mentent beaucoup. Et bonne journée. Merci à vous et merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Nous rappelons que vous êtes international, vous êtes fort en relations internationales, vous êtes d'ailleurs expert en relations internationales, cadre aussi au sein du PPRD et FCC. Un grand merci d'avoir répondu à nos différentes questions et nous vous souhaitons une bonne journée à vous. Merci. J'apprends que les mercenaires américains sont déjà au Rwanda, ce groupe-là de Blackwater. C'est compliqué. Ces mercenaires-là arrivent pour... Les mercenaires américains, j'apprends. Est-ce que c'est normal que les mercenaires américains qui sont supposés sécuriser les zones d'exploitation peuvent commencer par le Rwanda avant de commencer en RDC? Parce que le Rwanda n'a aucun gisement minier. Pourquoi on privilège les Rwandais? Pourquoi les États-Unis privilègent les Rwandais au détriment de la République démocratique du Congo? C'est la question qu'il faut se poser. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission que nous avons eue avec M. Inda Omari, qui est communicateur du FCC, avec toutes ces vérités. Je pense que vous avez tous compris, on est tous obligés à protéger ces grands pays, la République démocratique du Congo, car l'avenir de la RDC, c'est aussi l'avenir de nos enfants. Réfléchissons bien sur les accords qui sont signés et surtout,
visons à protéger l'intégrité et ainsi que notre nation. Un grand merci à vous tous que vous avez suivi. 081 244 93 09. C'est bien notre numéro de contact. Restez toujours branchés sur Congo Live pour plus d'informations. Merci.